On est en janvier 2026. Le New York Times publie une longue interview de Clint, le fondateur de Cortez. Et au milieu de l'article, il lâche un chiffre que personne ne savait avant. 58 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment Clint arrive à vendre du moche en masse et à rendre ça cool? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il faut admettre un truc, sur ces 58 millions d'euros de vendus, il y a beaucoup de pièces Cortez qu'on trouve moches. Les fabriques sont basiques, les proportions douteuses, et les visuels ressemblent parfois à un fichier que ton petit frère a fait sur Canva. Mais mettons-nous d'accord, Cortez ça reste stylé, et moi le premier je trouve ça stylé. Dès qu'on parle de Cortez, on entend toujours les mêmes explications du succès. On nous dit que ça vient de la rareté et des drops surprises, sauf qu'il y a des centaines de marques qui font des drops surprises depuis 10 ans, et aucune n'arrive à la cheville de Cortez. On nous dit que c'est grâce à l'authenticité, sauf qu'il y a beaucoup de marques qui racontent des histoires vraies, et la plupart ne décollent jamais. On entend aussi que des fois c'est grâce à la hype, le viral. Sauf que ces mots, ils décrivent ce que Cortez a obtenu, pas comment il les a obtenus. Et moi, je pense que c'est plus profond que ça. Pour comprendre ce qui se joue avec Cortez, il faut revenir 5 secondes à un truc qu'on nous a appris au lycée. C'est la pyramide de Maslow. En bas, il y a les besoins fondamentaux. Manger, avoir un toit, avoir chaud, être en sécurité. Au-dessus, il y a les besoins sociaux. Appartenir à un groupe et s'exprimer en tant qu'individu. Quand on achète un vêtement, dans 99% des cas, on n'est pas en bas de la pyramide, on est en haut. On n'achète pas un vêtement pour avoir chaud, on achète un vêtement pour raconter quelque chose. Et c'est pour ça qu'au collège, tout le monde voulait le dernier sac Eastpak. Pourtant, personne n'en avait besoin de cet objet pour vivre. Mais le vrai besoin, c'était d'appartenir au groupe. Et en vrai, le mec qui débarquait avec son sac Decathlon, on le regardait pas pareil. En fait, ce sac Eastpak, c'était un peu comme un code d'entrée. Et ça, c'est un truc important à comprendre parce que les marques ne créent pas des besoins. Les marques activent un besoin qui est déjà là et proposent un produit pour y répondre. Je vais faire une petite digression, mais qui va être importante pour comprendre Cortez. Prenons l'exemple de Marlboro. Entre 1930 et 1950, c'était des cigarettes exclusivement pour femmes. L'emballage rouge iconique était inspiré de la cosmétique, il y avait un filtre anti-rouge à lèvres, et tous les placements médiatiques étaient à destination d'un public féminin. Et il faut savoir qu'à cette époque, les ventes des Marlboro étaient médiocres. La marque voulait relancer son chiffre d'affaires. Ce qu'a fait Marlboro, c'est qu'ils ont embauché une agence de pub à Chicago dans le but de créer une nouvelle appartenance, une nouvelle histoire autour des cigarettes. Et donc cette agence, on cherchait un symbole qui était déjà ancré dans l'imaginaire américain. Après quelques recherches, ils ont trouvé le cowboy, symbole de solitude, virilité, conquête de l'Ouest. Un mythe que les gros Américains portent depuis 100 ans. Et donc Marlboro s'est associé à ce symbole, on a fait des pubs, et il s'avère qu'en quelques mois, la représentation de la marque dans la tête des gens était passée d'une marque de cigarettes pour femmes à un symbole ultime de masculinité. Et du jour au lendemain, les ventes ont explosé. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que la cigarette n'a pas changé. Le tabac reste le même, le papier reste le même. La seule chose qui a changé, c'est l'histoire qu'on raconte autour. Marlboro n'a pas créé ce sentiment d'appartenance, d'être un vrai gars viril chez les Américains, non. Ils ont juste branché leurs produits sur ce qui existait déjà, et en ont fait un symbole. Et j'ai parlé de Marlboro parce qu'il va permettre de mieux comprendre Cortez par la suite. En fait, cette stratégie d'appartenance de Marlboro, elle est dans tous les manuels marketing depuis 70 ans. C'est quelque chose de classique et connu. Sauf qu'aujourd'hui, cette stratégie, elle est morte. Parce que vendre un symbole à des dizaines de millions de personnes, ça marchait à l'époque, parce que la culture était unifiée, il y avait 3 chaînes de télé à tout casser. En fait, c'était un marché de masse homogène. Sauf qu'en 2026, ce monde il a disparu. Aujourd'hui, il y a 1000 sous-cultures, il y a 1000 codes parallèles. Si tu sors un produit avec une histoire générique, en fait, personne t'écoute aujourd'hui. Cette question d'appartenance, elle a vraiment changé. C'est plus comment toucher tout le monde un peu, maintenant, c'est comment toucher un peu de gens beaucoup. Et c'est exactement la question que le fondateur de Cortez a résolue. Et pour moi, il a fait ça en utilisant un mécanisme caché, une règle qui est assez simple, mais qui produit 58 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'appelle ça la règle des 3 frères. Dans cette règle, il y a le grand frère. C'est la figure culturelle. C'est un sportif, un artiste, un rappeur, un réalisateur. Il est inspirant dans la culture parce qu'il a fait des choses. À l'opposé, il y a le petit frère. C'est le client. Ça peut être toi, ça peut être moi. C'est ceux qui achètent des vêtements pour se représenter, pour raconter quelque chose de soi. Et au milieu, c'est la marque, celle qui traduit le grand frère en un petit frère. Et en vrai, le mécanisme de cette règle est très simple. La marque, elle cherche toujours à s'associer à son grand frère pour venir toucher son petit frère. Exactement comme dans une vraie fratrie. Et on va voir ensemble comment Cortez applique cette règle. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque fois, Cortez se branche sur les sorties des projets musicaux. Faut plus d'argent, il faut plus de monde. 6-7 Cortez règne sur le monde. En 2022-2023, il était très connecté avec le 6-7 de Freeze Corleone et a même fait une collab qui a explosé. Pourtant, les produits étaient pas fous, encore une fois, moches.
Très peu de temps après, il fait une collab avec Tiakola et Gazo pour leur projet commun. Les t-shirts sont simples, basiques, mais ça fonctionne. Et très récemment, en mars 2026, il collab avec La Rafleuse, qui est le rookie de l'année. Il fait un t-shirt simple, noir, et ça explose. Les t-shirts de chaque collab sont basiques, c'est juste une superposition de logo avec le nom de l'artiste. Il n'y a pas un gros travail de design. Mais c'est pas ça qui est important, parce que les gens achètent ces produits pour ce que ça représente. Et c'est pour ça que les produits sold out à chaque fois. Maintenant, finissons par la collab que Cortez a fait avec New Era en Angleterre. Encore une fois, Clint a appliqué la règle des 3 frères. Il a identifié les grands frères, les pionniers du grime qui ont porté cette casquette dans les années 2000 et on en fait un symbole de la scène pendant plus de 20 ans. Il a identifié les petits frères, les kids d'aujourd'hui qui kiffent Skepta, Central C et qui rêvent d'appartenir ou de représenter cette culture. Et il s'est mis encore une fois au milieu. Il a juste repris la casquette sans gros travail de design, l'a fait porter par les grands frères du grime et par contre a créé une campagne très forte et impactante. Et du coup, le message il est clair, t'achètes pas cette casquette pour être beau gosse, t'achètes cette casquette si tu veux faire partie du mouvement. Et encore une fois, le produit il sold out en quelques heures et se retrouve à la revente bien plus cher. Cortez emprunte la légitimité des grands frères et touche les petits frères dans les scènes locales. Et c'est comme ça que des hoodies, des t-shirts basiques font 58 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc quand je dis vendre du moche en masse, c'est pas putaclic, ça veut dire vendre des produits où l'effort est bien plus mis sur le besoin d'appartenance que sur le design du produit en lui-même. Et donc à ce stade, il y a quand même des objections qu'on peut entendre. La première chose qu'on pourrait entendre, c'est qu'il y a des pièces qui sont vraiment belles. Cortez n'est pas que moche. En vrai, le bomber Alcatraz, je le trouve grave beau. La dernière collab avec Gabriel Moses fait des pièces très belles et très fortes. Mais je pense qu'honnêtement, dans la tête de Clint, le fondateur de Cortez, il se réveille le matin, il se dit pas « Ah, aujourd'hui, je vais faire des produits beaux ». Non. Il se réveille en se disant comment je vais créer de l'impact culturel et associer mes produits à la vente. Je pense sincèrement que dans sa tête, si la pièce est belle, tant mieux, il a gagné. Mais c'est un bonus, c'est pas l'objectif de base. Et Clint le dit lui-même en interview, il se définit pas comme un designer, il se définit comme un hustler. Find the people on your floor and get in the elevator with them. You can't do this by yourself. If you think you can, good luck. It's gonna take you a long time. You're not competition, you're allies. C'est avant tout un mec qui orchestre la culture. C'est pas un gars qui dessine des beaux vêtements. La deuxième objection qu'on peut se dire à ce stade-là, c'est qu'il y a plein de marques qui s'associent à des grands frères, pourtant ça ne vend pas. Pourquoi ça marche pour Cortez ? C'est vrai, et c'est pour ça que je trouve que la règle des 3 frères fonctionne, mais c'est pas une vérité qui est incontestable. Parce que cette règle, je la vois un peu comme le squelette, et à ça ajoute le talent de Clint. Parce que Clint a 2 choses en plus que les autres. La première, c'est qu'il a du flair pour identifier les bons grands frères, au bon moment. Je sais pas si vous remarquez, mais il place souvent dans ses lookbooks des jeunes rookies en devenir. Genre en 2024, il faisait déjà poser la mano, et quelques temps après, il a explosé. La deuxième chose, c'est son personal branding. Clint lui-même est devenu une figure ultra crédible dans la culture. Les grands frères, les artistes et sportifs, les icônes sont contents de collaborer avec lui parce que souvent il gagne même plus en image que Cortez. Et c'est exactement la force de Cortez, c'est le personal branding de Clint. Et aujourd'hui, des marques beaucoup plus grosses que Cortez rêveraient d'avoir des fondateurs qui ont autant de charisme, autant d'aura. Et donc à la question comment Cortez vend du moche en masse, on n'achète pas du Cortez pour le vêtement, on achète Cortez pour l'appartenance. C'est comme un signal, c'est comme un passeport dans une scène culturelle dont on veut faire partie. Et ce besoin-là est dans notre ADN, depuis qu'on est humain. Maslow l'a très bien posé, Marlboro a su l'exploiter, et Cortez le perfectionne dans les codes d'aujourd'hui. Et donc la prochaine fois que tu vois un truc que tu considères comme moche se vendre comme des petits pains, te demande pas pourquoi ils achètent tous du moche. Demande-toi à quelle scène ils essayent d'appartenir. Qu'est-ce qu'ils essayent de raconter d'eux-mêmes. Bon, si tu me connais pas, moi c'est Ruben. J'ai construit une marque de vêtements pendant 9 ans. C'était une vraie aventure. On a fait des millions de chiffres d'affaires. On s'est grave amusé. D'ailleurs, on en a fait un documentaire si tu veux le voir qui est juste ici. Et aujourd'hui, j'accompagne et je forme des marques de vêtements et des créateurs pour améliorer leur branding. Si ça t'intéresse de bosser ensemble, tu peux me contacter dans le lien ci-dessous. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici et à très vite.